Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont reconnu Rémi Roche de la chaîne YouTube, un petit peu comme nous, les investisseurs intelligents. Eh bien, il fait également du conseil immobilier sur YouTube. Et donc, si vous ne le connaissez pas, je vais le laisser se présenter pour qu'il vous explique un petit peu son parcours et quelle est la raison de cette interview apparaître sur la chaîne. Donc, vas-y Rémi. C'est ça. Écoute, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Du coup, oui, je suis investisseur immobilier comme toi, Rodolphe. Et j'ai commencé il y a de ça à peu près maintenant 4 ans. Tout simplement, j'ai fait des études à peu près classiques. Mon but, c'était d'avoir un bon métier comme mes parents voulaient en fait pour moi. Et arrivé dans la vie active, je me suis pris une grosse gifle et je me suis dit, ok, ça me plaît pas du tout. Ouais. J'ai peu d'argent, j'ai peu de temps. Pour la petite anecdote, j'avais 1750 € de salaire. C'est pas non plus mauvais si tu veux, mais ça me suffisait pas personnellement pour faire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve des moyens de gagner de l'argent sans passer forcément par le fait d'être salarié, de me créer d'autres lignes de revenus sur mon compte en banque. Et c'est là que je me suis intéressé à l'immobilier. D'accord. Voilà. Du coup, l'immobilier, c'est arrivé comment dans ta vie? C'est tombé de fait ou tu as dû rechercher un petit peu des modes pour c'est quand j'étais mal justement dans mon stage de fin d'études où j'ai quand même vraiment compris que là, il n'y aurait plus de vacances comme quand on était étudiant et que ça allait être un petit peu plus compliqué. C'est là que de moi-même, je me suis mis à rechercher des choses sur Internet, des articles, des vidéos. Et je me suis dit, ok, l'immobilier, j'ai l'impression qu'on peut gagner de l'argent. Ok, il y a du travail à faire, mais qu'après, on peut gagner de l'argent sans forcément venir en quémander à son patron en fait. Donc c'est à ce moment-là où j'étais mal dans mon quotidien que je me suis mis à chercher des solutions. D'accord. Et entre le moment où tu as fait cette prise de conscience que tu voulais une autre source de revenus et ta première acquisition, il s'est passé combien de temps? À peu près 6 mois, parce que j'en ai pris conscience pendant mon stage de fin d'études. On était entre février et juillet 2017. Après, j'ai été embauché en CDI dans la même boîte en septembre 2017. Et j'ai fait ma première acquisition janvier 2018. Ok. Voilà, donc la réflexion pendant le stage, après le CDI pour valider le profil bancaire, et après la faire trouver en janvier 2018 et après louer quelques mois plus tard. Ok. Et par rapport à ce que tu as acheté en immobilier, on va en parler. Tu cherchais un type de logement bien spécifique, tu avais un budget, tu savais vers où tu allais, tu avais un objectif clair. Comment tu t'es décidé en fait à passer à l'action? Alors déjà, j'avais peur. Je me disais, je vais perdre de l'argent, je risque beaucoup de sous, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Donc en fait, j'avais peur. Je voulais y aller, mais j'avais peur. Donc en fait, ce qui m'a fait passer le pas, c'est que je me suis dit, on va y aller tranquille. Un petit appartement, je voulais faire un studio, meublé classique à un étudiant. Voilà, quelque chose qui était assez simple, mais au final, cette simplicité, c'est pas le plus rentable, c'est même le moins rentable aujourd'hui pour moi, mais ça m'a permis de passer un cap psychologique, me dire c'est possible, je gagne de l'argent tous les mois et je peux enchaîner en fait. Ok, ouais, ça te permet de te forcer un petit peu à mettre un pied à l'étrier. Et moi, je préfère beaucoup plus cette approche-là que tu évoques, du fait qu'il vaut mieux acheter quelque chose qui est imparfait, mais au moins tu avances, tu mets un pied à l'étrier, tu fais des étapes, tu casses des jalons. Plutôt que tu as des gens, en fait, ils sont là, ils consomment de la vidéo, ils attendent 10 ans, puis au bout de 10 ans, ils attendent le bien parfait, mais le bien parfait, déjà, il n'existe pas. Le bien parfait, il se construit. C'est ça. En optimisant la fiscalité, le financement, l'exploitation, il y a plein de choses qui permettent. Et il n'y a rien qui remplace le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as visionné des vidéos, tu as regardé des articles, tu écoutes des podcasts. Si tu n'y vas pas, tu ne peux pas te faire la main. Tu apprends des choses avant. Mais après, personne ne peut aller faire l'investissement à ta place. Donc ça, tu prêches un convaincu. Non, mais c'est clair qu'il faut passer par cette étape. Et alors, tu dirais que ça a été facile ce que tu as fait, que tout le monde peut le faire Alors, je dirais pas que c'est facile, parce que j'entends trop souvent sur Internet, c'est facile, on claque des doigts, 6 mois, et puis je touche 10 000 € de cash flow par mois. Ça faudra que tu me dises comment tu fais parce que ça m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est pas ma philosophie. Donc, je dirais pas que c'est facile. Par contre, accessible à tous ceux qui sont vraiment motivés à changer leur vie. Donc, tout le monde n'est pas ultra motivé. Et pour moi, c'est des fois un conseil que je donne, c'est vraiment être déterminé. Quand on veut quelque chose, il faut, on en parlait un petit peu avant la vidéo, il faut se l'écrire quelque part, il faut le visionner, il faut vouloir y arriver. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent regarder des vidéos sur YouTube, comme celle-ci, et être très passifs, malheureusement. Alors qu'il va falloir se dire, on apprend des choses et on passe à l'action.
Ouais. Donc ça, c'est très important. Bah justement, ça me donne une idée. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et ce que Rémi et moi on est en train de dire, ça résonne en vous, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous vous engagez à faire à la fin de cette journée? Ça peut être consulter une annonce sur le Bon Coin, ça peut être passer un coup de fil auprès d'un agent immobilier, ça peut être se renseigner auprès de votre banquier, savoir si votre projet de crédit immobilier avance. Est-ce que vous êtes en train de consulter vos annonces? Bref, une étape, une petite étape. On ne demande pas grand-chose, mais c'est vraiment ce que j'appelle la philosophie des petits pas. C'est Confucius qui dit ça. Mince, je ne me rappelle pas comment est-ce qu'on dit ça. Comment il le dit exactement? Ici, il le dit exactement comme ça. Il dit c'est en déplaçant les petites pierres que l'on déplace des montagnes. Eh bien, acheter un bien immobilier et vivre de l'immobilier, ça peut s'apparenter à déplacer une montagne, mais vous devez quand même commencer par des toutes petites actions. Et du moment que vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 yeux qui fonctionnent, vous pouvez le faire. Ne me dites pas, m'inventez pas, ne faites pas la science. D'accord. Tout le monde est capable de le faire. J'ai récemment vu une personne qui a un salaire de 1 400 €, qui a investi dans une coloc à 120 000 €. Il y a des gens qui disent je peux pas, je gagne le SMIC, je peux pas emprunter plus de 30 000 €. Non, c'est pas vrai. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais, moi je parle de segmentation d'objectifs. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que si tu veux, par exemple, tu regardes cette vidéo, tu veux 2 000 € par mois grâce à l'immobilier, ouais. tu découpes. Ok, ben je vais prendre les 200 premiers euros. Les 200 premiers euros, ça passe par un appartement qui est terminé. Oui. Donc d'abord, le Bon Coin, oui. On va visiter. Ok, on essaie de faire 200. Ouais. Si on y arrive, on prend du recul. On dit ok, j'ai fait 10% de mon objectif. Je vais essayer d'améliorer le processus, d'en faire un deuxième, un troisième, etc. Exactement. Et c'est comme ça qu'on avance, parce que si ton cerveau, tu lui dis je veux 2 000 €, je regarde une vidéo YouTube, je veux 2 000 € demain grâce à l'immobilier, ton cerveau il va dire je comprends pas, je peux pas y arriver. Ouais. Donc s'il le fait step by step, il y arrivera beaucoup plus facilement. Ouais. Exactement. Et donc du coup, toi, raconte-nous un petit peu ce que tu as acheté comme type de bien, ce que tu as acheté comme les objectifs que tu avais, bref. Où est-ce que tu en es aujourd'hui en tant qu'investisseur? Alors, donc suite à ce premier bien, on va dire du meublé classique, j'ai voulu me diversifier un petit peu. Donc je suis parti sur des biens un petit peu atypiques, des micro-logements, parce que je suis arrivé dans une ville en fait où c'était très cher au mètre carré et j'avais beaucoup de mal à trouver de la rentabilité. D'accord. Donc j'ai décidé de partir sur du micro-logement. Ouais. Donc après j'ai enchaîné les investissements, j'ai fait plusieurs micro-logements. Là on tourne dans ma résidence principale aujourd'hui. Donc j'ai fait 5 achats immobiliers en 3 ans et j'étais salarié jusqu'en 2020. Et en 2020 ma société elle a connu des difficultés avec la crise du Covid. Ouais. Et donc j'ai été licencié, en même temps c'est un départ volontaire de ma société, donc c'est un petit peu les deux. Donc aujourd'hui je ne suis plus salarié et j'ai mes 5 appartements. Ok. Voilà. Qui sont tous exploités de la même façon? Non, alors celui-ci, c'est ma résidence principale, donc j'y vis, et le but c'est de faire de la plus-value derrière en revendant. Okay. J'ai 3 micro-logements qui sont exploités en location courte durée, donc ça on va y revenir un petit peu dans la vidéo. Ouais. Et j'ai mon premier qui est en location meublée classique, tout simplement un étudiant. Ok, d'accord. Et tout ça dans l'agglomération toulousaine Alors, le premier, il n'est pas sur Toulouse, il est à 3 heures d'ici. Après, les autres sont plutôt sur la région toulousaine. Ouais. D'accord, ça marche. Et pourquoi tu as choisi ce type de logement-là? Plutôt des logements plutôt de petite surface, parce que ça correspondait plus à ce que tu pouvais te permettre en termes d'auto-endettement C'est ça. Alors, le truc, c'est que j'ai toujours été plutôt autodidacte sur ce que j'ai fait en immobilier. Le micro-logement, c'est venu un peu plus tard parce qu'il n'y avait rien sur le sujet, nulle part. Donc moi j'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne YouTube, si ça t'intéresse tu pourras aller voir. Et il n'y avait rien du tout sur le sujet. Mais je me suis dit, comment je peux faire dans les environs de Toulouse pour être rentable alors que c'est des prix très chers. Donc en meublé étudiant c'est impossible. Et après en location courte durée, je trouvais que c'était quand même pas des rendements fous. Donc je me suis dit, ok, mais si je fais une petite surface, mais qui est rénovée à la perfection et qui peut se louer autant, un 13 mètres carrés qui peut se louer autant qu'un 20-25 mètres carrés. Mais j'achète beaucoup moins de mètres carrés à la base et je loue le même prix. Donc je vais les concurrencer parce que s'ils se mettent à 50 € de la nuit, je vais me mettre à 47. Et moi derrière, j'ai la même capacité d'accueil de personnes et donc je vais avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Voilà comment je m'y suis mis. Ok, donc en fait tu fais ce que j'appelle, tu as la rentabilité brute de base avec le bien que tu achètes et la rentabilité que tu peux en extraire. Et enfin, que tu peux en extraire si tu l'exploites normalement, selon ce qu'on fait classiquement sur ce genre de bien. Et puis après, tu rajoutes des travaux et c'est eux qui vont augmenter ta rentabilité. Donc en fait, si tu regardes séparément le rendement de tes travaux, tu verras peut-être qu'en injectant juste 20 000 € de travaux, tu vas peut-être pouvoir louer 400% plus cher. Donc en fait, tu as 20% de rendement sur 20 000 € injectés de travaux. Donc en fait, c'est avec ces travaux-là, avec cette plus-value-là que tu viens construire en fait ton cash flow, ta rentabilité.
Exactement, et c'est toujours ce que j'ai utilisé sur les 5 apparts que j'ai toujours fait beaucoup de travaux. Alors beaucoup, ça ne veut pas dire des milliers d'euros, hein. Ça peut être 3 000, 5 000, 10 000, 30 000, sur le plus gros c'est ici. Mais à chaque fois c'est ça qui va tout décliquer, c'est ça qui va faire exploser la rentabilité, la plus-value à la sortie, etc. Okay. Et tu parlais de rentabilité brute et après travaux. Mon premier micro-logement, c'est un 13 mètres carrés. Il était loué 300 € en nu par mois. D'accord. Moi, je l'ai acheté 45 000 €. D'accord. 57 000 € d'emprunt avec agence, notaire, travaux. Et ça faisait 247 € de mensualité. Ça fait toujours 247 € de mensualité. Ouais. Donc c'est à peine autofinancé parce que si tu rajoutes les charges, le cash flow il est quasi inexistant. D'accord. Et aujourd'hui, sur ce bien, en ayant un processus qui a été incrémenté, amélioré au fil du temps, je peux sortir plus de 1 000 € par mois de rentrée brute d'argent. Ouais. Avant déduction de ma gestionnaire parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Mais on est passé de 300 qui rentraient par mois à 1 200, 1 300, 1 400 certains mois. Et toujours 247 € que tu dois à la banque pour rembourser capital et intérêt. C'est ça. Bah écoute, bravo, franchement, c'est... Donc c'est un peu atypique. C'est non, mais c'est bien parce qu'écoute, ça montre bien qu'avec l'immobilier, en fait, si on est curieux et qu'on s'y intéresse, on peut faire du micro-logement, on peut faire du logement plus traditionnel, c'est celui qui est le plus en vogue. On peut faire du parking. Moi, j'ai des élèves qui font même des forêts, de l'exploitation forestière, parce que voilà, c'est de l'immobilier. On peut même acheter un terrain, le découper en parcelles et le vendre en culture pour des gens qui veulent cultiver leur lopin de terre et qui habitent en ville, par exemple. C'est quasiment infini, en fait, tout ce qu'on peut faire. C'est infini et tu vois, tu as des exemples comme ça. Moi, récemment, je suis allé à la montagne pour faire des randonnées. Vu que l'immobilier, c'est quelque chose que j'apprécie, j'en discute autour de moi. Et j'ai une personne qui m'expliquait que le voisin, là-bas, il loue ses yurts avec un terrain, avec une belle vue sur Airbnb. Il y en a un autre, il a une espèce de cabane de berger un peu sur les hauteurs, il la loue 1 000 € la nuit, il monte le champagne, le repas, etc. C'est un truc de fou. Et moi, j'avais été dans un espèce de bungalow réhabilité un peu en chalet, où le gars avait installé un bain norvégien dehors. Ça lui avait rien coûté finalement. Et c'était 100 € la nuit. Tout à fait. Donc, peu importe où tu vas, dans quelle région tu es, il y a toujours des moyens de faire de l'argent avec l'immobilier. Et moi, ce que je trouve pas mal, c'est que tu as quand même réussi à faire des investissements qui sont rentables. Bon, à part le premier que tu as fait qui est à 3 heures de route de chez toi, mais il est rentable quand même. Tu es quand même la preuve vivante qu'on peut faire de la rentabilité et extraire du cash flow dans des villes extrêmement tendues comme l'agglomération toulousaine qui fait partie des zones les plus tendues de France. C'est ça. Donc, c'est vrai. Voilà. Parce que moi, je dis toujours que dans Paris intramuros, ça reste et ça demeure quand même difficile et on peut y arriver, je pense, mais ça demande une énergie énorme et au risque de vous décourager. En revanche, en proche banlieue parisienne, on peut faire de l'investissement rentable. Et puis après, grosso modo, partout ailleurs en France, allez, peut-être dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, dans le centre-ville de Lyon, dans quelques villes exceptionnellement où ça va être plutôt très tendu, très cher. Plus pour de la résidence principale ou de la résidence secondaire, voilà, patrimoniale. Mais sinon, franchement, partout ailleurs, on peut faire de la rentabilité. En tout cas, moi, c'est ce que je... J'avais lu, je crois, que le prix moyen de ce qui est acheté en France au mètre carré, c'est quelque chose comme 2 000 € du mètre ou à peine 2 000 € du mètre. Alors, le chiffre exact, c'est que parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est 2 450 € exactement. 2450, le prix du mètre carré moyen en France, ça a augmenté à cause du Covid notamment. Mais je crois qu'avant, c'était dans les 2 000 à peine. En fait, dans les 2 450 €, il y a la Côte d'Azur et il y a Paris. C'est-à-dire qu'en gros, tu as presque 1 million de logements à 10 000 € du mètre carré. Ah oui, d'accord. Et donc ça vient vraiment tirer vers le haut. Et si tu retires la Côte d'Azur et Paris, on tombe quasiment à un peu moins de 2 000 € du mètre carré moyen en France. Voilà, donc c'est ça. Il y a plein de villes en France où pour, moins de 1 000 € du mètre carré, tu trouves. C'est vrai. Bon, alors après, c'est sûr que plus on va dans des coins un petit peu perdus, tu peux trouver pour 100 000 € des maisons de 100 mètres carrés. C'est pas des mauvaises maisons, c'est juste que elles sont pas attirantes parce qu'elles sont un petit peu perdues, mais tu peux tout à fait trouver. Bon là après, pour du locatif, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait une bonne tension, une bonne qualité, un autofinancement qui soit là, etc. D'ailleurs, je voulais savoir un petit peu, parce que moi, sur ma chaîne, ils me connaissent forcément. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil pour réussir un premier investissement, que ce soit le micro-logement ou pas, que ce soit n'importe quel type de logement? Alors, le premier qui me vient en tête, on en a parlé au début de cette vidéo, mais pour moi, c'est le plus important, c'est de s'engager à fond dans son projet. Voilà. Pour moi, il ne faut pas se disperser. Je connais des gens de mon entourage qui me parlent d'IMO, mais qui en même temps font de la bourse, etc. J'ai rien contre les autres domaines. Mais si on a un attrait pour la bourse, on fait de la bourse à fond.
Si on a attrait pour de l'immobilier, on va vers l'immobilier et on en fait à fond. Et à fond, ça veut dire se noter ses objectifs, ça veut dire se former, ça veut dire aller sur le terrain et y penser tous les jours et vraiment se donner les moyens d'y arriver. Ouais. Parce qu'il y a trop de personnes qui vont regarder des vidéos sur Internet ou qui vont lire 2-3 articles, s'abonner à des newsletters, mais qui vont rien faire. Ouais. Voilà. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de s'engager envers soi-même, envers sa famille, pour un futur meilleur, si je puis dire. Ouais. Et aussi avoir un pourquoi et un pour qui très puissant. Pourquoi? Pour quitter mon job, pour ma retraite, pour mes enfants. Pour qui? Pour ma copine, mon copain, passer plus de temps avec ma famille. Ouais. Voilà. Il faut un pourquoi qui est fort en fait. Voilà. Et ça va être, enfin en tout cas c'était mon cas, ça a été ma motivation au quotidien et ça l'est toujours. Donc ça pour moi c'est le conseil principal. Ok, donc conseil numéro 1, voilà. Un pourquoi très fort. Conseil numéro 2. Après le truc c'est qu'il ne faut pas avoir forcément peur de se lancer parce qu'il y a un moment où il y aura toujours des risques. Ouais. Les risques on ne peut pas les éliminer, on peut les limiter et faire attention. C'est pour ça que moi j'ai toujours acheté tout seul. Je n'avais pas la possibilité d'acheter à plusieurs. J'ai acheté des biens qui étaient petits. J'ai fait du 30 000 euros, j'ai fait du 50, du 70. Donc c'est quand même des petits biens. Et en faisant ça, en ayant de bonnes caractéristiques de crédit, en sachant comment ça fonctionne, on limite beaucoup les risques. Je veux dire, même si aujourd'hui j'ai 3 studios qui sont vides, financièrement je peux me le permettre. Oui. Donc tu n'es pas en danger financièrement. Voilà, parce que je ne suis pas en danger. Je sais que personnellement, quand j'ai commencé, je ne voulais pas faire d'immeubles. Après, j'ai loupé des immeubles, j'ai loupé des colocs, parce que l'immobilier, c'est ça, on loupe de bonnes affaires des fois. Mais je ne voulais pas commencer directement avec un immeuble, avec mettons 1 000 euros de mensualité, parce que j'avais peur de me mettre en danger financièrement. D'accord. Voilà. Donc, on peut très bien commencer. Alors, si on a un très bon salaire, on peut commencer gros. Si on a un petit salaire, même si on est au SMIC, on peut commencer petit. Ouais. Voilà. On peut commencer petit. Alors, moi, je pense que même si on a un gros salaire, on doit quand même commencer petit. Parce qu'en fait, un immeuble, en fait, si ça se passe bien, ça peut être merveilleux. Mais si ça se passe pas forcément très bien, parce que quand tu as un immeuble, tu es responsable de la toiture, tu es responsable des combles, tu es responsable des communs, de la cave, d'absolument tout. Oui. Et tu as vite beaucoup de choses à gérer. Tandis que si tu achètes un petit appartement, je prends toujours l'exemple du T2 meublé classique dans une copro qui est bien tenue, pourquoi pas un syndic bénévole, comme ça c'est uniquement géré par le papy du 2e étage qui gère du main de fer. Non, parce que c'est souvent comme ça quand tu regardes, c'est le retraité du 2e étage qui gère les comptes de la copro, et c'est souvent comme ça que c'est le mieux géré, et vous allez avoir 30 à 40 euros de charges mensuelles récupérables ou non récupérables, et puis tu peux être sûr que c'est le genre de bien dans lequel tu feras aucune moins-value. Au pire, tu revends au bout de 5 ans sans gagner d'argent, mais tu auras quand même mis un locataire à l'intérieur qui t'aura remboursé ton crédit, qui aura participé au capital que tu dois à la banque, et franchement, si tu fais ça en bon père de famille, mais le risque est complètement inexistant. Il est complètement inexistant. Le risque est existant si vraiment tu te formes, enfin tu focuses ton esprit à aller sur un immeuble de rapport alors que tu gagnes un SMIC, tu vas aller t'endetter sur un bien qui va te coûter 1 000 à 2 000 euros de crédit par mois. Tu ne sais pas comment marche la fiscalité, tu ne sais pas gérer tes locataires. Voilà. Tu t'es pas rendu compte que le gars qui te vendait l'immeuble, il t'a caché qu'il y avait une mérule dans la charpente et que dans 2 ans, tu as 100 000 euros de charpente à payer, etc. etc. Donc, lorsque vous avez une copropriété, eh bien au moins tous les défauts importants liés au bâtiment, eh bien ils sont à la responsabilité de chaque copropriétaire. Et ça quand même, ça sécurise. Donc moi je préconise quand même de commencer petit. Tu commences petit. Et puis si vous avez un gros salaire et que vous pouvez emprunter par exemple, je sais pas, 300 000 euros, c'est pas la peine d'aller blinder tout de suite toute votre capacité d'endettement. Si vous pouvez emprunter 300 000, ça veut dire que vous pouvez aussi emprunter 100 000, donc commencez avec 100 000 euros. Je peux vous garantir qu'avec 100 000 euros, vous pouvez acheter des quantités énormes de biens. Vous allez sur le bon coin, vous mettez le filtre, pas de minimum, maximum 100 000 euros en immobilier. Il y a facilement, je sais pas, 200 000 annonces qui vont sortir en France. Donc, et pas forcément que des parkings. Il y aura plein d'appartements, des studios, ça va même aller jusqu'à 50-70 mètres carrés. Donc vraiment, voilà. Commencer petit, mais là je m'aperçois que c'est moi qui donne les conseils alors que c'est à toi de les donner normalement. Je suis désolé. Il y a monsieur Rodolphe qui revient. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit. Quand on dit qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, mais il faut quand même s'y connaître un minimum en fiscalité, en financement. Donc il faut s'être renseigné au préalable, s'être fait accompagner pour connaître les rouages. Il ne faut pas foncer tête baissée. On a dit que l'immobilier, on a entendu à BFM que l'immobilier c'était bien. Ok, je vais acheter avec un crédit sur 5 ans, en louant en nu et sans rien optimiser. Donc, il n'y a pas de risque quand on fait bien les choses. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Exactement. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est comme quand
Enfin, tu vois, c'est comme je disais à un de mes élèves, c'est un petit peu comme... je pense qu'aujourd'hui, quand je vois en fait les erreurs que certaines personnes font en achetant sans savoir, tu vois, en tombant dans des dispositifs style Pinel, Sensi Bouvard, Robien, les gens investissent parce que c'est facile, il n'y a qu'à signer en bas à droite. C'est un petit peu comme si on te donnait ton permis de conduire, il n'y a qu'à signer en bas à droite. Tu sais pas si on roule à droite ou à gauche, tu connais pas la signification des panneaux. Tu sais pas où est la pédale d'embrayage et l'accélérateur, tu sais pas. Mais pourtant, on vous donne. Non mais c'est exactement ça. On vous donne les clés avec la voiture. Allez-y, bon voyage. Et là, bah vas-y. Ouais. T'as jamais tenu un volant de ta vie. Bah c'est un peu pareil. Et alors, je ne milite pas pour qu'il y ait un permis d'investir. Je pense que tout le monde devrait le faire. Mais si vous voulez le faire en bon père de famille et sans vous mettre en danger, bah ça commence par la lecture du manuel. Ça commence par simplement un petit apprentissage. En fait, en immobilier, il n'y a rien de compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est qu'un ensemble de choses qui sont quand même relativement simples. Et pour faire un bon investissement, il faut être, on va dire, bon partout. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est des briques. C'est vraiment un mur qu'on construit brique après brique. Et si on a la brique financement qui n'est pas bonne, ben on n'a pas son crédit. Si on fait des travaux qui sont beaux, mais que derrière on ne soigne pas la décoration, les photos seront moches, le meilleur photographe du monde ne pourra pas les rattraper et on louera moins. Donc il faut vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses à connaître, c'est ça. Et après, il faut mettre ces briques les unes après les autres pour faire que son investissement devienne un bel investissement et un investissement rentable. Oui, tout à fait. En passant par une phase que moi j'adore, la phase négociation. Parce que c'est là, en fait, vous savez, hein, le rendement, c'est le loyer que vous pratiquez divisé par le prix d'acquisition. Mais le plus gros chiffre sur lequel vous pouvez jouer, c'est bien le prix d'acquisition. C'est ça qui va clairement faire monter vers le haut votre rentabilité. C'est mathématique. Et moi, j'ai fait des trucs en négo où tu dévisses le prix de 40% devant le vendeur, quoi. Juste avec des bons termes, un timing, tout en restant avec des méthodes assez orthodoxes. Hein, je rassure, hein, je n'hypnotise pas les gens non plus. Mais j'avoue que quand tu sais négocier, ça devient un jeu. Moi j'ai appris à négocier avec mes parents quand on était petits, que le dimanche, on allait faire le marché aux puces, les antiquaires ou quoi. S'il y avait un bibelot qui était à vendre 100 francs, tu vois, c'était en francs à l'époque, mon papa il me donnait un billet de 50 francs, puis il me disait tiens, vas-y, va négocier ça pour moi. Tu l'as appris depuis le plus jeune âge. Et puis ça marchait, mais les gens, en fait, dès que tu leur montres l'argent, tout de suite, ils pètent les plombs. Du coup, par rapport aux techniques de négociation, moi j'en connais beaucoup, mais j'ai eu moins à les utiliser parce que je suis dans une zone qui est plus tendue en général. Donc derrière, j'ai pas forcément misé beaucoup sur la négociation parce que j'avais pas beaucoup de marge de manœuvre ici. Par contre, derrière, les micro-logements, ça m'a permis d'aller chercher du rendement là où personne n'en aurait trouvé, où les gens n'auraient pas trouvé de la même façon. Donc micro-logement, location courte durée, tout géré à 100% par une gestionnaire. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais c'est bizarre, c'est atypique, 13 mètres carrés, c'est une cage à lapin, etc. Mais quand on fait un bien de qualité, les gens viennent à l'intérieur parce que la demande locative est énorme. Je crois qu'à la rentrée 2021, il manquait 2000 logements étudiants à Toulouse. Par exemple, juste ça, un chiffre de fou. Quand on achète petit, c'est des petits montants. Donc même avec un faible salaire, le banquier va plus vite dire oui. On va avoir des meilleures caractéristiques, 110%, avec du différé. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à faire ça. D'accord. Et en dernier conseil, tu dirais quoi alors? On avait fait 2. Donc le troisième conseil que je donnerais, c'est d'arrêter d'écouter tout ce que les autres nous disent. Donc là, je pense que vous êtes sur une bonne chaîne si vous regardez cette vidéo. Merci. Parce que c'est vraiment des conseils de quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. Là, je suis là aussi pour en parler. On a tous les deux investi. Le problème, c'est qu'on va écouter BFM TV. Ils vont dire « Ah, c'est le maintenance, il faut faire du Pinel ». Après, on va écouter ses parents. Mais les parents, ils ont peur pour nous. Donc, ils vont dire « Non, mais investis pas dans l'immobilier. Moi, ma mère, je me souviens, elle voulait absolument pas en entendre parler. C'est pas bien. » Après, on va en parler à ses copains. Mais les copains, ils vont dire « Ah ouais, moi, je vais acheter ma résidence principale. Ça va être beau, belle maison, etc. » Mais en général, ces gens-là, ils n'ont pas fait ce que vous voulez atteindre. Indépendance financière, revenu passif grâce à l'immobilier. Donc, ça ne sert à rien d'écouter ces personnes-là. Il faut s'inspirer et écouter des personnes qui ont réussi, qui sont sur la voie de la réussite, qui ont atteint certaines étapes que vous voulez atteindre dans votre vie. Voilà. Ça, c'est très important. Se couper de toutes les sources de nuisances sur l'immobilier, quoi. Ah, mais c'est sûr. L'entourage est extrêmement fort. Et moi, je peux que vous conseiller d'ailleurs de venir quand il y a des événements, des apéritifs, des séminaires ou quoi. Là, vous allez rencontrer une foultitude de gens qui sont câblés comme vous sur l'immobilier. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont au SMIC, qui ont 10, 12, 15 appartements,
parce que simplement, bah, ils avaient. Pourtant, quand vous demandez au banquier, il vous dira que c'est impossible. Et pourtant, il y a des personnes, il y a des preuves vivantes qui vous montrent, qui vous prouvent que ça marche. Et ça, je peux vous assurer que quand vous le voyez de vos propres yeux, bah, c'est très très différent que de les voir dans des blogs ou de les voir sur Instagram. Parce que vous vous rendez compte que c'est des personnes comme vous et moi, des personnes en chair et en os, et qui ont accompli quelque chose que le commun des mortels penserait complètement impossible. Ça fait un déclic en fait. Quand la personne elle a un SMIC, elle a 10 apparts, mais elle est en train de manger à côté de toi, là tu te remets en question et tu te dis ok, bon là, il va falloir que je casse quelques croyances limitantes, que j'arrête d'écouter le banquier qui dit qu'il ne fait pas de locatif, qu'il ne fait pas de 25 ans et qu'il ne fait rien du tout. Se remettre en question et se mettre au boulot. Aller chercher des biens rentables, aller chercher le bon banquier, parce que voilà, ils sont tous différents. Il y en a qui ne sont pas câblés à l'investissement, d'autres qui sont très bons et câblés à l'investissement. Et après, voilà, il faudra se mettre au boulot. Bah, merci beaucoup, Rémi. Avec grand plaisir. C'était génial déjà pour moi de venir à Toulouse après 2 années à Nouméa. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Toulouse. Et en plus, comme je vous disais, c'était la dernière fois que je suis venu à Toulouse. C'était pour rencontrer mon ancien responsable et c'était pour qu'il me donne ma lettre de licenciement. Donc je ne viens pas ici avec la grande joie parce que la dernière fois que je suis venu, c'était un moment difficile. Mais je suis tellement heureux d'avoir... Depuis, tu as fait du chemin et c'est beaucoup mieux maintenant. En fait, il m'a rendu ma liberté. Et aujourd'hui, si je le croise dans la rue, je lui saute dessus, je lui prends dans mes bras. Ça, c'est ton anecdote. Et la mienne, c'est qu'en allant le chercher, du coup, on est passé devant mon ancien travail, là où j'étais salarié, où je travaillais dans un bureau 5 jours sur 7. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est pareil. À chaque fois que j'y passe, je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision et de suivre le chemin de l'immobilier. Ouais, bah écoute, franchement. Très, très bon échange. Je suis très content d'être passé. Merci d'avoir. C'était très spontané, ça fait plaisir. Ouais, merci d'avoir partagé ton parcours à la chaîne. Avec grand plaisir. Je vous mets en description le lien cliquable vers la chaîne de Rémi. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de valeur. Vous allez, je pense, apprendre un paquet de trucs. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous n'oubliez pas de la liker, de la partager, de poser toutes vos questions en commentaire. Vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires. Et je viendrai aussi pour y répondre. Et tu pourras répondre aux commentaires avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Ce sera parfait. Écoutez, voilà, on va clôturer l'interview. À très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci, et n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao. Ciao.